Retour dans la semaine de l'écho sur France 24. Je suis toujours en compagnie de Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l'ESCP, Guillaume Duval, rédacteur en chef d'Alternatives économiques et auteur de La France ne sera plus jamais une grande puissance, tant mieux, et Jean-Marc Vittori, éditorialiste au journal Les Échos. Allez, on part à Washington. Les assemblées annuelles du printemps du FMI et de la Banque mondiale ont lieu cette semaine. Le FMI a révisé à la hausse, et ce n'est pas toujours le cas. Ses perspectives de croissance à 3,5% en 2017, mais les risques de dégradation persistent. L'institution internationale met en garde contre les politiques de repli sur soi et un relèvement plus rapide que prévu des taux d'intérêt par la Banque centrale américaine. Je vous propose d'écouter Christine Lagarde, la directrice générale du FMI et l'un des analystes de l'organisation, et on en débat ensuite. Le commerce nous préoccupe car il est un moteur important pour la croissance et il s'agit de l'un des piliers de la prospérité et de la croissance. Nous allons voir comment participer et comment continuer à soutenir la croissance du commerce de la manière la plus efficace, juste et globale possible. Une politique protectionniste dans le monde pourrait notamment nuire au commerce et à la croissance et provoquer des fuites de capitaux des pays émergents. Et Guillaume Duval, c'est assez rare tout de même quand le FMI rehausse ses prévisions de croissance, 3,5%. Le monde va mieux finalement ? Oui, pour l'instant, l'économie mondiale va mieux. Donc, les États-Unis anticipent effectivement les plans de relance Enfin, l'économie américaine anticipe le plan de relance de Trump. L'Europe sort enfin, pour l'instant en tout cas, de sa stagnation qui a duré une dizaine d'années maintenant. La Chine a relancé, elle aussi, le gouvernement chinois a relancé aussi son économie avec les moyens traditionnels, les infrastructures, le bâtiment, etc., etc. Ça a gonflé encore plus une bulle de crédit qui risque d'exploser dans le futur, mais enfin dans l'immédiat ça a été efficace. Donc les pays émergents vont mieux, même le Brésil, parce que les matières premières remontent un peu, parce que l'économie mondiale va mieux. Donc c'est la première fois effectivement depuis longtemps maintenant que les planètes sont alignées sur l'ensemble de la planète justement, entre les différentes zones. Est-ce que ça va durer? C'est une autre question, mais je pense qu'on va y revenir. Oui, Jean-Marc. Oui, non, je crois qu'il y a un facteur essentiel dans le fait que l'économie mondiale va mieux, c'est le cycle économique. C'est-à-dire que, plus encore à mon avis que les politiques économiques, ce qui joue, c'est la reprise de l'investissement privé. Et cette reprise de l'investissement privé, elle est liée... C'est ce que dit le FMI. Oui, pardon, je vous interromps. Ils disent la reprise cyclique attendue, l'investissement, l'industrie manufacturière et du commerce qu'on a attendu pendant... Ça faisait un moment qu'on parlait justement d'un investissement atone. Donc là, il reprend. Il repart. Et ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de commentaires, on dit on retrouve les niveaux de 2007. C'est-à-dire que, concrètement, 2007, c'était la phase la plus favorable du cycle précédent. Ensuite, il y a eu la récession. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Et puis, on est de nouveau dans une phase favorable du cycle. Là où il faut effectivement se méfier, c'est que ça va se retourner forcément sur le plan conjoncturel. Et donc, il faudra que les politiques économiques aient refait des réserves, se soient redonné des marges de manœuvre pour pouvoir affronter la prochaine récession ou le prochain ralentissement économique. Et je crois qu'il faut assez vite que la politique monétaire se redonne des marges de manœuvre et surtout que les politiques budgétaires retournent vers l'équilibre très rapidement pour pouvoir préparer la réponse à la prochaine récession. Il ne faut pas monter les taux trop tôt. Ici, il faut les remonter assez vite pour pouvoir les baisser au moment où ça va effectivement se retourner. La deuxième chose qui me frappe, c'est l'absence quand on regarde les précédents cycles, l'absence du choc ou contre-choc pétrolier. C'est-à-dire que beaucoup de choses avaient été faites à la fin des années 80, à la fin des années 90, et au moment du retournement de 2007-2008, beaucoup d'analyses avaient été faites sur le rôle du pétrole. Or là, le FMI en parle très peu. Je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est que les États-Unis ont changé un peu de statut dans le rapport au choc contre choc pétrolier, donc leur économie est beaucoup moins dépendante. Ils sont indépendants aujourd'hui, ils sont indépendants énergétiquement. Et la deuxième chose, je pense aussi qu'on a parlé des matières premières, je pense qu'il y a moins de volatilité sur les matières premières. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup de gens qui estiment que, notamment sur le pétrole, $60 le baril, c'est un prix relativement stable. C'est-à-dire ça va tourner autour, on va descendre à 50, quelquefois monter un peu au-delà, mais qu'il y a une sorte de retour à une forme de normalité sur le marché pétrolier. L'alignement des planètes, comme disait... Oui, que le pétrole qui a quand même rythmé notre croissance économique et notre vie économique de 1973 à aujourd'hui est peut-être moins impactant sur la réalité économique du monde. Jean-Marc Vittori. Bon, il y a tout de même ces menaces qui pèsent. Le FMI le dit, menaces politiques et puis menaces du protectionnisme. Ça, effectivement, le FMI n'aime pas du tout le protectionnisme. Non, on est dans un équilibre de croissance extrêmement fragile. D'ailleurs, le FMI a été lui-même très prudent puisqu'il a il a titré son rapport un nouvel élan, point d'interrogation. Donc, grande prudence. Pourquoi ?
ce qui soutient la croissance, notamment dans les pays émergents, et c'est là que l'embellie est la plus nette, c'est que les prix des matières premières ont un peu remonté et semblent avoir trouvé un point d'équilibre entre le moment où ça soutient les pays producteurs et ça handicape pas les pays consommateurs, pour faire très bref. Donc ça, c'est un équilibre extrêmement fragile. De même, les taux d'intérêt vont remonter. Jean-Marc Daniel nous a expliqué qu'il faudrait peut-être que ça remonte plus vite. Seulement, le monde, il est boursouflé de dettes de partout. Alors quand vous remontez les taux d'intérêt dans un monde où il y a beaucoup de dettes, là encore, l'équilibre est très fragile. Et dans un autre rapport qui est sorti cette semaine, un rapport sur la stabilité financière, aussi publié par le FMI, les experts du fonds insistent sur des montées de dettes qui peuvent être très handicapantes, en particulier aux États-Unis, et en particulier sur la dette des entreprises des pays émergents. Ça fait de nombreux handicaps. Voilà, on est dans un équilibre de croissance, mais extrêmement fragile. Guillaume Duval, alors justement, est-ce qu'il y a un effet Trump ? Parce que finalement, Christine Lagarde l'a dit, l'économie américaine va plutôt bien, 2% de croissance, et d'ailleurs, elle explique en grande partie cette embellie. Alors, est-ce qu'il y a un effet Trump positif après avoir dit que justement, parce qu'il va mettre en place une politique protectionniste, là, il pourrait y avoir un effet négatif ? Il y a un effet Trump positif qui est sur les anticipations d'une politique budgétaire plus expansive, notamment sur les dépenses d'infrastructures. 1 000 milliards de dollars. Il y a un effet Trump aussi sur la politique fiscale, donc ce qu'il a promis dans ce domaine. Après, pour l'instant, c'est aussi un effet psychologique dont il faudra mesurer la réalité, parce qu'on a eu aussi des chiffres qui étaient quand même plutôt moins bons que ceux qui étaient attendus sur les dernières semaines. Donc il faudra voir si ça perdure aux États-Unis. Et d'autre part, la grosse incertitude aux États-Unis, c'est effectivement l'impact et le rythme de la remontée des taux par la Réserve fédérale. C'est vrai qu'au niveau atteint aujourd'hui par le chômage, on pense que ça devrait être assez rapide et peut-être plus fort que ce qui était anticipé jusque-là. Donc il faudra voir, dans le contexte que vient de décrire Jean-Marc, d'endettement qui reste important, y compris aux États-Unis, comment tout cela va réagir. Elle a confiance, Janet Yellen, a priori, la présidente de la Fed. Oui, mais là, il y a une incertitude politique qui est aussi très forte sur les relations entre Trump et la Réserve fédérale et comment tout cela tourne. Ce n'est pas connu aujourd'hui. Alors, on a vu Trump changer d'avis sur plein de sujets jusque-là, mais le fait qu'il réussisse à coordonner sa politique économique étroitement avec la Réserve fédérale n'est pas établi à ce jour. Jean-Marc Daniel. Oui, ce qui est intéressant, c'est que Janet Yellen est effectivement en ce moment à la croisée des chemins parce qu'elle a la réputation. Patronne de la Fed. Oui, elle a la réputation dans le passé d'avoir été plutôt assez modérée, de s'être opposée à ce qu'on appelle les faucons, d'avoir voulu effectivement mener des politiques monétaires les plus neutres possibles et les moins heurtées possibles. Mais là, elle est véritablement dans une situation où l'économie américaine est au plein emploi et on annonce effectivement des plans de relance futurs. Alors justement, un plan de relance dans une économie en plein emploi. Oui, justement, sauf que le plan de relance, il sera l'année prochaine. C'est-à-dire qu'elle a une fenêtre de tir là maintenant où il faut qu'elle remonte les taux d'intérêt pour préparer l'arrivée de la prochaine récession, du prochain retournement conjoncturel aux États-Unis, auquel le plan de relance de Trump devrait être la bonne réponse. C'est une question de calendrier. Et c'est une question de fine-tuning, comme on dit, c'est-à-dire de réglage un peu fin de la situation. Ce qui est intéressant aussi, c'est le discours que tient Peter Navarro. Peter Navarro, c'est le penseur économique de l'administration Trump. Et il dit bien qu'un des problèmes de l'économie américaine, ça reste son déficit extérieur, son déficit de la balance des paiements courants, que ce déficit, il est lié à l'excédent allemand et à l'excédent chinois, donc toute cette menace sur le commerce international. Mais il dit en codicile, il dit, écoutez, si on n'arrive pas à persuader les Allemands et les Chinois, il faut qu'on se pose la question nous-mêmes sur notre arbitrage entre la consommation et l'épargne, c'est-à-dire sur le fait que quand même il y a une surconsommation américaine. Et donc, dans ces conditions, je pense que les enjeux, c'est à quel moment est-ce qu'on va taxer la consommation américaine pour favoriser l'investissement, la reprise, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire cet équilibrage entre baisse des impôts des ménages et baisse des impôts des entreprises, et comment est-ce que la Réserve fédérale elle-même va gérer le remontée voulue du taux d'épargne en augmentant les taux d'intérêt. Donc on est dans une phase où il y a beaucoup d'incertitudes qui sont très très américaines. Jean-Marc Vittori, alors ce qu'il y a, c'est même une question du protectionnisme. Vous parliez de la Chine. Oui. Vraiment, le discours de campagne de Donald Trump, c'était au contraire, on coupe les ponts avec les Chinois, on coupe les ponts avec le Mexique, on construit un mur. Enfin, l'idée, c'est justement, juste pour dire, on relocalise. Les droits de douane, c'est vraiment taxer la consommation. Ce que dit Peter Navarro, c'est que dans le droit de douane, on oblige le consommateur américain à être beaucoup plus prudent dans son comportement. Mais ça n'a pas un impact. Non, mais si ce n'est qu'on ne sait absolument pas, on continue de ne absolument pas savoir ce que va faire Donald Trump. Il avait dit réforme de santé dès que j'arrive. On a vu la réforme de santé, c'est fini. Il avait dit aussi des mesures protectionnistes très fortes, très vite.
Et ça, il pouvait le faire en partie sans passer par le Congrès. Il a relocalisé quand même. On est 3 mois après son entrée à la Maison-Blanche, on n'y est toujours pas. Et avec les Chinois, d'ailleurs, il a changé de discours. Voilà, avec les Chinois, il a changé de discours. Qu'est-ce qu'il va faire vraiment ? Les investisseurs continuent de tabler sur une relance très forte sur le plan budgétaire. Mais pour ça, il va falloir passer au Congrès. Le Congrès, il a voté constamment contre le relèvement du plafond de la dette. Et c'est exactement les mêmes parlementaires qui sont là. Ils risquent d'être bloqués au Congrès. Vous croyez qu'ils vont faire exactement l'inverse ? Non, on est dans une incohérence totale. Et en plus, faire une relance dans une situation de plein emploi, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Et c'est quelque chose dont on a de fortes raisons de pressentir que ça ne marchera pas, que ça risque de provoquer une accélération de l'inflation beaucoup plus forte que prévu. Donc je crois vraiment qu'il y a une incohérence complète actuellement entre ce qu'il y a dans la tête des investisseurs et ce qui se passe réellement dans l'économie américaine et à Washington. Guillaume Duval. Simplement, un point qui a été important, c'est qu'il n'y a pas eu jusque-là de rééquilibrage de l'économie mondiale. C'est-à-dire que les excédents chinois, les excédents allemands sont restés quasiment aussi importants jusqu'ici. Donc là-dessus, il va y avoir une pression politique très forte aux États-Unis pour agir et faire quelque chose. Et je pense que là, Trump va être obligé de passer aux actes, justement, notamment sur ces questions-là. Et c'est vrai que les projets qui sont discutés actuellement aux États-Unis en matière fiscale sont très inquiétants. C'est-à-dire ? Donc c'est une réforme très importante de la fiscalité des entreprises qui consiste effectivement à pénaliser très lourdement les importations aux États-Unis. Si ce projet avance réellement au Congrès, et il semblerait ils ont une majorité républicaine théoriquement pour le faire passer, si ça se mettait vraiment en œuvre, ce serait ça aurait un impact majeur sur le commerce mondial et sur les échanges des États-Unis avec le reste du monde. Donc une baisse de la croissance mondiale, c'est ce que vous dites. Priori. Il y a aussi d'autres risques en Chine sur la bulle de crédit énorme qui est en train de se monter. Donc tout le monde pense que la Chine est suffisamment isolée du reste du monde sur le plan financier, mais on pensait aussi ça pour les subprimes en 2008. Donc là, il peut se passer des choses aussi de ce côté-là. Alors, ça fait partie des risques. Pour l'instant, il y a effectivement une croissance relevée à la hausse par le FMI de 3,5%, croissance mondiale. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.